En 1936, Pierre Brasseur et Odette Joyeux ont un fils qu'ils prénomment Claude. En 1956, c'est-à-dire 20 ans plus tard, le petit Brasseur, le fils de Brasseur, fait son premier film. Et en 1986, 50 ans plus tard, c'est La Gitane de Philippe de Broca. Alors de César en Dakar, le petit Brasseur est devenu Claude Brasseur, et puis maintenant, Brasseur tout court. Alors voici Brasseur. Bonjour Brasseur. Bonjour Thierry. Alors il y a des Brasseurs à l'affiche depuis 1820. Exact, oui. Exact. Oui, je m'excuse d'ailleurs, mais c'est comme ça. Alors quid de la prochaine génération? Est-ce qu'Alexandre Brasseur va devenir Brasseur lui aussi? Ah, bah, il l'est déjà, et il en a l'intention maintenant. Il veut faire du cinéma et du théâtre. Ce que je souhaite avant tout, c'est qu'il ait envie d'être acteur. Parce que très souvent, les mômes comme ça ont un aperçu un petit peu superficiel du métier et ont envie d'être vedette, ils ont envie d'être star. Alors je crois qu'avant tout, il faut avoir envie d'être acteur, et puis après, c'est le hasard, la chance qui fait le reste. Et votre père voulait que vous soyez acteur ou non? Mon père m'a toujours laissé libre. Ma mère souhaitait que je sois architecte. Ah d'accord. J'ai fait quelques îles, bon, puis bon, après j'ai laissé tomber archi. Mais je comprends très bien leur situation. Enfin, tous les deux m'ont laissé libre, mais en même temps, ils avaient envie de me laisser libre. Mais c'est vrai que quand on est dans une situation comme était la leur et comme est la mienne vis-à-vis de mon fils, on peut avoir des doutes. Est-ce que c'est pas parce que ça lui paraît être une solution de facilité? Il faut être acteur, mais il faut être bon. Ah oui, ça d'abord. Mais enfin, il faut simplement déjà en avoir envie, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs. Et puis, ce qui est important, c'est de travailler. Je sais que si je n'étais pas vedette, je serais très heureux de pouvoir exercer mon métier n'importe où, dans des théâtres de la périphérie aussi. Très bien. Alors, Claude Brasseur, vous sortez un disque que je montre à la caméra, qui s'appelle Chasseur de rêves. Un peu particulier, ce disque. Un peu particulier. Alors, on va en parler. Est-ce que vous ne croyez pas qu'après ce qui s'est passé sur le Dakar, c'est un peu bizarre de sortir un disque qu'on appelle finalement la chanson du Dakar? C'est pas la chanson du Dakar, et puis je tiens à préciser, puisque vous m'en donnez l'occasion, que le disque a été enregistré bien avant, et pour des raisons particulières. Quand je dis bien avant, c'est non seulement bien avant l'accident, mais bien avant le rallye lui-même, puisque j'ai fait ça dans le courant du mois de décembre. Un producteur est venu un jour me demander si je voulais participer à un enregistrement dont les ventes seraient au bénéfice d'un groupe de médecins qui travaille sous le nom de Ambassat, et ce groupe de médecins se met au service de différentes manifestations sportives, comme le Dakar de cette année, comme le rallye des Pharaons, comme d'autres rallyes, d'autres petites manifestations sportives municipales, se met également au service de manifestations artistiques, comme des concerts de rock, et la vente et les droits de ce disque seront au bénéfice de cette société. Mais je suis content que vous m'ayez posé la question, parce que c'est pas du tout quelque chose... C'est pas dans un esprit mercantile non, pas du tout. La preuve, c'est pas du tout pour courir après un événement. Très bien. Alors, il y a un de vos projets dont on n'entend plus parler, mais c'est vrai que vous faites beaucoup d'autres choses. C'est cette pièce de théâtre écrite par Schaeffer, qui a écrit Amadeus, et où vous incarneriez Pizarre. Et ça serait la fin de l'Empire Inca, mis en scène par Polanski. Enfin, on rêve tous de vous voir là-dedans, mais c'est pour quand, Claude Brasseur? Bon, on n'en parle pas parce que je n'aime pas parler des choses quand elles ne sont pas d'actualité. Je crois pouvoir dire qu'on va commencer à répéter cette pièce à la fin de l'année, et que là, on en entendra parler, puisque je pense qu'on va commencer à jouer aux environs du mois d'octobre à peu près. D'accord, ben voilà une information, merci. Claude, bonsoir, je suis ravi de t'avoir, parce qu'en général, dans les émissions de télé, on a toujours des stars qui ont des films à vendre, et toi, tu es là et tu n'as pas de film à vendre. C'est peut-être parce que les bains sont dans tes habitudes? Les bains sont dans mes habitudes, et puis en plus, je trouve que c'est plus intéressant, moi aussi, de faire des émissions quand on n'a rien à vendre, parce que quand on a quelque chose à vendre, obligatoirement, on se croit obligé de vendre ce que l'on a à vendre. Tandis que là, bon, j'espère que c'est une conversation comme ça. On va prévendre, Marc. Tu tournes quoi en ce moment? En ce moment, je tourne L'Argent, un roman de Zola, de la série des Rougon-Macquart, avec Rufio et Miu Miu, qui ne sera pas programmés avant un an. Et puis avant, j'ai fait Dandin, qui va sortir en janvier. Et j'ai pas grand chose à vendre sur le plan cinéma, parce que c'est vrai que je me suis amusé à faire une année de théâtre.
Et alors, tu en es où sur ce projet de Pisard, d'après la pièce de Schaeffer? Parce que la dernière fois que je t'avais interviewé, c'était dans Scoop à la Une, exact. Et tu me disais, je ne ferai pas le Dakar cette année parce que Polanski va mettre en scène Pisard de Schaeffer. Alors, c'est devenu quoi, cette histoire? Ça a été simplement retardé, et à la place de la pièce de Schaeffer, mise en scène par Roman, j'ai joué dans Dan de Molière, mis en scène par Planchon. Ce qui est pas mal non plus. Ce qui est pas mal non plus. Mais non. Tu vas le faire, le Pisard? Oui, je pense on va le faire après, je sais pas, dans 89. Ah bon, t'as des projets comme ça, jusqu'en 89? Oui, des projets, pas des projets des envies précis, oui, des envies, voilà, c'est le mot exact. J'aime pas avoir des projets trop signés parce que je suis un petit peu claustrophobe. J'aime pas. Tu vas faire le Dakar cette année? Non. Non. Enfin, cette année, tu veux dire... en janvier, quoi. Non, parce qu'en janvier, je reprends Dandin au TMP. Et bon, donc ça correspond. Je fais 2 ans, pendant 2 ans, je fais une impasse sur le Dakar. Tu crois que tu le referas encore? Très honnêtement, je ne sais pas. Non, je ne dis pas je ne crois pas. Je dis je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi j'aime bien marcher par pulsion comme ça. Alors bon, je l'ai fait 6 fois de suite. C'est pas mal. C'est pas mal. On l'a gagné 3 fois par équipe. On l'a gagné une fois au scratch en 83. On a toujours eu des places d'honneur, 3e, 2e, 5e. Bon, je sais pas. C'est pas vrai quand on dit que c'est une passion. Moi, la seule et unique passion que j'ai, c'est mon métier. Il y a un truc quand même, oui. L'aventure, bon, c'est vrai, Paris-Dakar ressemble à une aventure, mais enfin, le théâtre est notre métier, c'est aussi une belle aventure aussi. Mais que ce soit le Dakar ou que ce soit la vie, tu as l'air de bien aimer t'éclater quand même, parce que dans les périodes comme en ce moment, on te voit pas mal dans les boîtes, on te voit pas mal tard la nuit, au bain ou ailleurs d'ailleurs. T'aimes bien rouler à fond la caisse dans la vie en général, oui, non? Oui, toujours. Et puis, non, mais c'est pas vrai en plus, c'est pas vrai, je suis pas... Tu veux pas le dire à la télé? Si. Non, je peux dire une chose à la télévision, c'est que je fais une grosse différence entre les alcoolos et les ivrognes. Ouais. C'est important, allons-y. Oui, c'était une définition de travers. Ouais. Et je suis pas un alcoolique. C'est-à-dire que je suis pas... Mais j'ai pas dit que tu étais un alcoolique, j'ai dit qu'on te voyait tard dans des boîtes. Non, pas toujours, quand je peux, oui, parce que j'aime pas l'alcool, j'ai pas besoin d'alcool, mais par contre, de temps en temps, j'aime bien l'ivresse, et j'ai besoin d'ivresse, c'est bien de flirter un petit peu avec le diable de temps en temps. Et bon, c'est vrai que j'aime bien, il y a des endroits où j'aime bien venir, et ici, c'est vrai. Et à Paris, ici, c'est quoi tes boîtes préférées à Paris? Il y en a très peu, Cœur Samba? Oui, Samba et Castel. Et Castel, bah ça va, c'est un bon choix. C'est mon circuit. Est-ce que tu crois que tu as la même chance que ton père au niveau des réalisateurs avec lesquels tu tournes? Est-ce que tu penses qu'il a eu des réalisateurs, des scénaristes avec plus d'envergure que ceux avec qui tu tournes toi aujourd'hui en France? C'est une question générale à propos du cinéma, mais j'ai pas non plus à me plaindre. Faut voir ça dans la continuité. Il a fait des navets aussi, mon père, oui, moi aussi. Toi aussi, tout le monde. Enfin, mais généralement, comme ça, globalement. Il a tourné avec Carnet, il a tourné avec Grémillon, il a tourné avec Prévert. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec Renoir, de tourner avec Truffaut. Bon, enfin. Ça va, tu penses que le compte est bon pour le moment? Oui, bon, ce qui compte, c'est la moyenne, quoi. Et ton fils, Alexandre, qu'est-ce que tu vas en faire? Un acteur, brasseur 3e génération? Moi, je n'en ferai rien. D'abord, ce ne sera pas la 3e génération. Oui, ce sera la 4e. Plus. Ah bon? Parce que je tiens quand même à te signaler qu'il n'y a que des clowns dans ma famille depuis 1820. Donc ça remonte encore beaucoup plus loin que ça. Quant à lui, je ne lui ferai rien faire. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il aime. Est-ce qu'il a envie d'être acteur? Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Mais j'ai envie qu'il ait envie d'être acteur. J'accueille maintenant Claude Brasseur. Claude Brasseur. Merci, Claude Brasseur, bonsoir. Bonsoir. Denis Robert, dont vous venez d'entendre l'interview en coulisses, un garçon courageux. Olivier. Bonsoir Claude. Olivier de Kersauzon, qu'on ne présente plus. Ève Angéli, votre voisine.
Charmant. qui cartonne au top 50, et Alain Chamfort, qui est l'un de mes chanteurs, l'un de mes mélodistes préférés, voilà. Ça va, Claude? Très bien. Vous enlevez pas votre montre, là? Non, pourquoi? Parce que votre père vous avait dit au sujet des interviews, quand on se donne, on donne son temps. Donc on enlève sa montre. C'est un très bon conseil. Alors, voilà. Enlevez-la, faites-moi plaisir. Je vais obéir à mon papa. Voilà, obéissez à votre père. Donc justement, la pièce que vous commencez le 6 février au théâtre de la Porte Saint-Martin s'appelle Conversation avec mon père. Oui. Donc voilà, de Herb Gardner. Alors l'adaptation est faite par Jean-Claude Grimbert, mise en scène de Marcel Bluval. Voilà, alors l'auteur de Conversation avec mon père, c'est Herb Gardner, qui est l'un des 3 ou 4 grands auteurs dramatiques américains des 50 dernières années. C'est lui qui a fait des clowns par milliers, qui a été joué par Yves Montand avec beaucoup de succès à l'époque. Je ne suis pas Rapoport, qui a été joué par Jacques Dufilot. Et cette pièce, Conversation avec mon père... je me permets de le signaler parce que c'est important, il est quand même aussi un des grands scénaristes américains, on lui doit All That Jazz et la liste de Schindler. Oui, ce qui est pas mal. Oui. L'histoire, c'est l'histoire d'un père et 2 fils. L'un d'entre eux est joué par Serge Hazanavicius. Oui. Vous êtes le patron juif d'un bistrot new-yorkais qui a débarqué d'Odessa en 1936 sous le nom de Isaac Goldberg et qui en fait se fait appeler Eddie Ross, mais qui veut s'intégrer dans la société américaine, mais qui reproche à son fils de perdre ses racines. Quoi. Voilà, c'est un peu le thème. C'est un des 2 thèmes de la pièce, parce que je pense que dans toutes les grandes pièces, il y a toujours plusieurs thèmes qui sont abordés. Il y a le thème de l'immigration, vu sous un angle très particulier, où on démontre la différence qu'il y a entre la première génération d'immigrés et puis les secondes, les générations suivantes. Et c'est en général la première génération d'immigrés, ce qui est mon cas dans la pièce. Tout change, il veut changer de nom, il change d'architecture, il change de nourriture, il change de langage. C'est terrible, c'est eux qui défrichent le terrain. Tandis que la seconde génération, ils sont chez eux. Voilà, lui, il fait tout pour être américain, alors que ses enfants sont américains d'emblée, d'une certaine façon. Et le deuxième thème qui est abordé, qui est intéressant, c'est pour ça que ce qui me fait plaisir que la pièce intéresse les jeunes, c'est le problème des rapports entre un père et un fils, c'est-à-dire que l'erreur commise souvent par amour, par les parents, c'est de vouloir pousser leurs enfants dans la direction qu'ils veulent eux, sans essayer plutôt de trouver ce pourquoi ils sont doués. Et le rôle que j'interprète est un échec complet, puisque je veux que mon fils soit de l'un devienne un véritable Américain. Alors il devient effectivement un véritable Américain, un peu stylisé, si j'ose dire, travailleur, gagnant du pognon. Puis finalement, je m'aperçois que les mecs qui bossent comme des dingues, qui ne dorment que quand ils prennent un taxi et qui deviennent milliardaires, sont des gens qui m'emmerdent. Et de l'autre, je veux faire aussi un vrai Américain, je veux en faire un héros. Je l'envoie à la guerre, il est tué. Donc 2 échecs. C'est génial. C'est intéressant de jouer les échecs. Ce qui est génial, Claude, c'est qu'en vieillissant, vous avez vraiment de plus en plus la voix de votre père. Et l'autre jour, je vous avais appelé, vous m'avez laissé un message sur mon répondeur et j'entends « Allô, c'est Brasseur ». Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression d'être mort et au paradis et d'entendre Pierre Brasseur. C'est vrai que chez les Brasseurs, la comédie, c'est une histoire de famille, on connaît, puisque votre fils, Alexandre Brasseur, ça marche très très bien pour lui. Hein. J'espère, disons que ça va marcher, on peut pas ça commence bien. Ça marche bien. Il était dans Maigret avec Bruno Kremer sur France 2 hier. Hein. Il écrit un court-métrage qui raconte la difficulté de dire « je t'aime » à son père, mais il dit c'est pas du tout autobiographique quand on l'interviewe, parce qu'il dit « avec mon père ça va très bien, on s'appelle pratiquement tous les jours ». Voilà. C'est exact. On va parler de votre vie. Alors vous êtes né en 1936 à Neuilly, vous êtes le fils d'Odette Joyeux et de Pierre Brasseur, et vous faites partie d'une dynastie du théâtre qui remonte à l'époque de la Restauration, à 1820. Hein. Alors le premier Brasseur, c'était le créateur du théâtre des Nouveautés. Exact. Après, il y a eu Jules, directeur du théâtre des Variétés, son frère Albert, comédien vedette. Alors, votre vrai nom, et le vrai nom de votre père, c'est pas Brasseur, c'est Espinasse. Oui. Et là, on va parler de votre vrai grand-père, qui était un personnage assez extraordinaire. C'est-à-dire que votre grand-mère a eu donc cet enfant avec Monsieur Espinasse, hein, qui était Pierre Brasseur, votre père. Alors c'était quoi? C'était un gigolo magnifique, quoi, un très beau mec. Il était très beau, et puis d'abord ma grand-mère, qui était comédienne également, mais ça l'énervait parce qu'elle se prenait. Elle était une artiste, mais ça se voyait pas. Alors pour qu'on sache que c'était une artiste, elle avait remplacé son sac à main par une boîte à violon. Oui. Et au moins comme ça, on va me prendre pour une artiste. Alors il y a un très beau jeune homme qui lui a fait la cour.
dans un autobus et qu'il l'a invité... Attendez, sur l'impériale d'un autobus, et quand votre père a raconté l'histoire à Jacques Brel, il l'a mis dans le refrain de sa célèbre chanson Bruxelles. C'est quand même extraordinaire. Oui. Et il l'a invité, il vient me voir au théâtre, alors il lui a donné des tickets, elle est allée le voir, elle le cherche encore, parce que c'était ni plus ni moins qu'un figurant albardier qui était... C'est-à-dire qu'en fait, il était l'amant de Sarah Bernard qui avait un théâtre. Il avait fait croire à votre grand-mère qu'il était une grande vedette du théâtre. Voilà. Ce qui fait qu'il a dû, excusez-moi l'expression, la sauter dans la loge et que votre père est né, Pierre Brasseur, est né ainsi. Voilà. Oui, mais un jour, quand mon père jouait Keane au théâtre Sarah Bernard, on est resté un peu avec le concierge, on a fait le tour, on est monté dans les loges en haut, il m'a dit je sors certainement d'une de ces loges-là. Voilà. Alors cet Espinasse est mort à 24 ans d'une cirrhose du foie. Oui. Et votre père... Atavisme. Et votre père, comme vous, a appris le nom de jeune fille de sa grand-mère, c'est-à-dire Brasseur. Voilà. Exact. Voilà. Alors votre mère, c'est Odette Joyeux, évidemment, qui a été célèbre par Entrée des artistes, par Douce, par Le mariage de Chiffon, enfin des films qui sont des monuments. Voilà. Et quand votre père la rencontre, Odette Joyeux, elle a 18 ans, c'est sur le tournage de Grisou, et lui, il est séduit par sa fraîcheur, il n'ose pas la toucher. Il l'a quand même touché parce que je suis là. Oui, mais finalement, oui, mais même après le mariage, il l'a considéré comme un enfant, et elle dit dans ses mémoires, d'ailleurs c'est un petit peu difficile avec Pierre Brasseur et votre père sur le plan charnel, elle dit « Nous vivions comme de chastes orphelins ». Ce qui ne vous a pas empêché, effectivement, de naître un an après le mariage, malgré tout, Claude Brasseur, voilà. Dans une enfance géniale, vous avez côtoyé Jouvet, Sartre, Montand, Signoret, Cocteau, Kessel, Hemingway, qui était votre parrain. Oui, c'est un peu comme tous les enfants du monde, c'est-à-dire qu'on côtoie et on vit dans le milieu de ses parents. Et souvent, les enfants voient les collègues de bureau. Bah oui, effectivement, les collègues de bureau de mon père, c'est des gens que vous venez de citer. Je suis toujours reconnaissant à mon père de ça, de ne m'avoir jamais écarté de ça. Alors, c'est comme ça que... C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez jamais eu à rentrer dans le métier, vous êtes né dans le métier, quoi. Contrairement à beaucoup de gens qu'on reçoit, qui ont eu du mal à rentrer dans le système, vous y étiez, quoi. Oui, il y a une statistique officielle et internationale qui dit que 70% des enfants restent dans le même créneau professionnel. Pas la même profession, dans le même créneau professionnel que leurs parents. Et ça me paraît normal, on retrouve ça chez les médecins aujourd'hui, chez les sportifs. Bien sûr. Alors, vous dites votre père m'a toujours gardé avec moi, ils vous ont quand même mis en pension. Oui. Hein? Vous étiez très malheureux en pension. Oui, vous avez ça en commun avec notre ami Kersozon et moi un peu. Et c'est une... Il m'est arrivé une péripétie très désagréable que je n'ai pas honte de raconter. Je suis d'une génération où j'étais adolescent pendant l'occupation. Ce qui fait que j'avais peur, parce que... Bref. Qui dit peur, dit que j'ai pissé au lit très tard. Et au collège, je devais avoir une dizaine d'années. Et à la première récréation du matin, on nous faisait tourner autour de la cour de récréation, sous les rires des enfants, parce que les enfants ne sont pas toujours tendres, avec le drap accroché autour du cou. Le drap mouillé du pipi de la nuit. Alors évidemment, les mots de « Ah, les pisseux, les pisseux !» Et puis, un jour, c'est vrai, j'ai un plomb qui a sauté, et il y avait une branche par terre, j'ai attrapé la branche, et puis j'ai commencé à faire le clown, à faire le con, mais en allant faire d'Artagnan, me servant de cette cape. Et je me suis rendu compte que les enfants riaient, mais ils ne riaient plus du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'avant, ils riaient contre nous, et d'un seul coup, ils se sont mis à rire avec nous. Ça a été déjà quelque chose. Vous êtes révolté, alors la punition a été supprimée, mais l'humiliation dans votre esprit n'a pas été effacée. Non, c'était pas agréable à vivre. Alors les études vous font chier, pour dire la vérité, hein. Vraiment carrément. Il n'y a que la récréation qui m'amusait, parce qu'à la récréation, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'acteur, on joue au gendarme et au voleur. C'est ce que je continue à faire. Alors vous rentrez comme photographe à Paris Match, et il y a une anecdote qui est absolument extraordinaire. Un jour, vous partez en Hollande avec Walter Caron, qui est un grand photographe, et vous partez en Hollande. Les digues des polders avaient cédé. Les inondations étaient en 55. Voilà, et la Hollande était entièrement inondée. Et donc vous arrivez là-bas avec Walter Caron, donc pour faire des photos pour Match. Et il y avait déjà une centaine de journalistes. Caron, je le vois, il déballe pas ses appareils, puis il se très calmement, et puis il me dit, moi qui étais son assistant, attendez, est-ce qu'il me chante des termes techniques, il me dit, trouve-moi un chat.
trouve-moi un chat. Alors bon, je suis parti dans la nature, j'ai trouvé un chat. Et puis, il me dit, tu vois l'arbre? Il y avait un arbre au milieu de cette immense étendue d'eau. Il m'a dit, fous-moi le chat sur l'arbre. Sur l'arbre. Alors, j'ai foutu le chat, j'ai reculé. Il a fait la photo, puis on est reparti. Voilà. Ça a été la photo la plus vendue dans le monde. La photo a fait le tour du monde. Tout absolument. le symbole des inondations de Hollande. C'était déjà de la mise en scène. Belle histoire. Oui. Alors voilà, vous faites le photographe pour Match. Évidemment, grâce aux relations que vous aviez par votre famille, c'est relativement facile de faire du people. Oui. Et un jour, vous allez voir Elvire Popesco, la grande Elvire Popesco, pour Match. Et elle vous dit, pauvre con, tu ne dois pas faire ce métier de journaliste, tu dois faire acteur. Oui, c'est d'ailleurs mon père qui m'avait donné le tuyau. Il me dit, écoute, il y a un reportage qui est intéressant à faire. Popesco vient d'acheter le théâtre de Paris et elle va créer une pièce de Marcel Pagnol. Effectivement, elle m'a engagé pour jouer 3 rôles. Voilà. Un frère de Judas, un charpentier, je sais pas quoi. Je vais tout de suite 3 répliques. Voilà. Ensuite, vous passez au cinéma, vous jouez dans Le pays d'où je viens de Carnet. Et l'équipe de tournage s'installe dans une caserne. Et là, les officiers vous dites, tu dois faire ton service militaire, pourquoi tu ne viens pas en Algérie? Vous partez en Algérie, un peu inconsciemment, il faut bien le dire, oui, complètement. Et là, vous découvrez une autre réalité, qui est la réalité de la guerre, et vous voyez des soldats qui font des cartons sur ceux qui bravent le couvre-feu. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces tortures étaient en général exécutées par des appelés. Les militaires, il y avait des gars, il y avait des baroudeurs qui revenaient d'Indochine et qui étaient aussi en... Et eux, non. C'était... il y avait un malin plaisir chez les appelés, vêtus d'un uniforme, d'un seul coup. Tirer dessus, puis après ils allaient vérifier... ah non, c'est ma balle, non, c'est la tienne. Ah non, c'est moi qui l'ai, c'est toi. Vous-même, Claude Brasseur, un jour, comme ça, vous trouvez en face de ce qu'on appelait les félagas à l'époque, et il va dégainer, et vous dégainez avant lui, vous le tuez. Exact. Toute votre vie, vous regretterez de ne pas avoir eu la culture politique d'être un objecteur de conscience. C'est vrai. C'est vrai, parce que d'une génération, j'étais dans un collège, non pas de jésuites, les oratoriens à Juilly. Et effectivement, la télé et la radio étaient formellement interdites. Les seuls journaux qu'on laissait pénétrer à l'intérieur du collège étaient les journaux sportifs. Et on n'avait effectivement aucune culture politique. En sortant du collège, me voilà embarqué. Le capital culturel dont parlait Bourdieu, voilà, c'est ça. Vous ne l'aviez pas, celui-là. Alors votre père, quand vous avez la croix de guerre, il foudrage, parce qu'évidemment, ça ne correspondait pas du tout à ses idées. Il vous en veut à ce moment-là? Il m'en veut, oui. Il m'a envoyé une lettre en me disant, espèce de petit con, tu ne vas pas porter ça. N'oublie jamais qu'à quelques secondes près, une décoration, c'est une raison funèbre. Et oui, m'en voulait beaucoup. Quand vous avez fait le Paris-Dakar, vous avez jamais écrasé personne? Non. 500 connards sur la ligne de départ, 500 blaireaux sur leur moto. Ça fait un max de Blair aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. 6 fois le Dakar quand même, hein? Très sportif, hein, vous? On a besoin de s'entretenir. Il ne faut pas oublier que dans notre métier, nous sommes à la fois instrumentistes, mais on est aussi l'instrument. Vous connaissez Brasseur? Lui? Depuis 1 million d'années. Chez Castel? Et puis... Vous avez fait la fête ensemble, Olivier, tous les deux, là? Parce que c'est un sacré fêtard, Brasseur. Il dit toujours pas alcoolique, mais ivrogne, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas de moi, c'est une définition de Prévert. Oui, absolument. Vous avez fait la fête ensemble, Olivier? Il est certain qu'au détour de certaines nuits, nous nous croisâmes. Oui. Et toujours de façon drôle. Vous êtes bien fait sauter la tête, vous, quand même, hein? Oui. Hein? Puis, il faut dire aussi une chose, c'est difficile d'aller au lit après le théâtre. C'est-à-dire, c'est un peu comme si un mec allait se coucher à 7 h du soir en sortant du bureau. Et moi, je sors du bureau à minuit. Alors, Claude, le pire est à venir. Maintenant, c'est l'interview nulle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Vous pouvez l'aider, hein, Olivier, si vous voyez qu'à un moment il a du mal. En tant que vieux copain de débauche, vous pouvez l'aider, voilà. Je vais t'aider. Alors, est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère? Ah, c'est l'interview nulle, je vous ai prévenu. Je préférais mes grands-mères. Le mot le plus con en amour pour vous, c'est merci. Alors?
ou oui, oui? Alors, heureuse? Et pour vous, Alain? Oui, oui. Oui, oui. Pour toi, c'est quoi le mot le plus condamnant? Moi, je parle pas. Ah oui, c'est Il parle pas, lui. Imaginez que vous croisiez un extraterrestre le matin, comme ça, en allant acheter des cigarettes. Il vous dit « T'es qui, toi ?» Vous lui répondez quoi? Et toi? Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi? En vente dans un sex shop. Imaginez, vous seriez quoi comme objet? Un préservatif, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est exactement la même chose que les metteurs en scène. Les préservatifs, ça rassure quand on en a un, mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce que c'est bon? Ah, ça c'est bien, bravo. Alors maintenant, une question nulle qui m'a été envoyée par email, parce que vous pouvez m'envoyer des questions, évidemment, par Jim de Béthune. Savez-vous pourquoi les abribus n'abritent pas les bus? Bravo, Jim de Béthune. Bravo pour la question. Si vous aviez un perroquet chez vous, vous lui apprendriez quelle phrase? T'as fermé le gaz? T'as pensé à la capote? Ou Coco, arrête la coco? Je lui apprendrai à se taire. À qui attribueriez-vous le plus de circonstances atténuantes? À un vieux qui se tape des jeunes ou à un jeune qui tape sur des vieilles? Et le vieux qui se tape des vieilles, oui. Ouais. Alors, vous préféreriez passer la nuit avec Anne Sinclair, Laure Sinclair ou Brett Sinclair? Ben, je vais dire Anne Sinclair parce que je connais pas les deux autres. Oui, ça lui fera plaisir. Et vous, Carceau? Non, non, moi je préfère. Je veux pas passer la nuit de toute façon. Non. Vous savez, moi j'ai toujours vu ces choses-là comme une livraison. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une heure d'arrivée, une heure de départ. Aimez-vous les chiens? Une question de Michel Drucker que j'ai piquée. Hein. Aimez-vous les chiens? Oui. Oui? J'ai rien contre. Oui, c'est ce qu'on dit généralement. J'ai rien contre. Vous allez bientôt le voir, Drucker. Je vais bientôt le voir. Hein? Entraînez-vous, il va vous la poser. Hein. Claude Brasseur.